tous pour notre deuxième comptoir qualité. Donc, on vous rappelle que le comptoir est enregistré, mais que lorsqu'on le partage, en fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de nom et de photos. Voilà, donc j'essaye de passer l'écran. Donc, lors de premier comptoir qualité, vous étiez 180 qui étaient connectés. Aujourd'hui, on est normalement 116 inscrits. Et donc, comme la dernière fois, en fait, c'est difficile. On verra si on peut pas trop interagir verbalement, en tout cas. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le chat pour interagir. Et en fin de comptoir, s'il nous reste du temps, parce qu'il y a eu un peu moins de questions cette fois-ci, on regardera les questions qui ont été posées lors du chat. Alors, les supports donc, mis en ligne par la Haute Autorité de Santé, donc un petit rappel, hein, donc vous avez sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous avez le manuel, le référentiel de la nouvelle certification. Vous avez des fiches pratiques opératoires et des fiches pratiques informatives, ainsi que des fiches pédagogiques qui sont très bien faites, qui vous permettront de répondre aux critères des grilles d'évaluation interne. Vous avez une foire aux questions, des infographies, des lexiques et des vidéos, avec notamment le tuto Calista. Dans ce document, ici, vous voyez la liste FORAP HAS. Sur ce document Word, vous pourrez récupérer, en fait, on a répertorié en fait tout ça avec des liens hypertextes pour que ce soit plus facile. Au niveau de la FORAP, donc la FORAP, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est l'association des structures régionales d'appui à la qualité et sécurité du patient. Donc nous, je ne me suis pas représentée, c'est vrai pour ceux qui n'étaient pas là, donc nous on est la structure régionale qualité et sécurité du patient pour la région PACA-Corse. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on anime les comptoirs qualité, dans le cadre de nos missions sur la qualité et la sécurité des soins. Et au sein de donc, toutes ces structures, dans chaque région, donc chaque région a une structure régionale d'appui à la qualité et sécurité patients, et qui sont regroupées dans cette association, la FORAP, dans laquelle en fait on mutualise nos expériences et il y a des groupes de travail avec lesquels on crée des outils. Donc les outils qui ont été créés jusqu'à ce jour, donc il y a un outil pour s'approprier le manuel de certification. C'est un outil Excel qui vous permet en fait de regarder les différences entre la V14 et cette nouvelle certification, et puis de pouvoir filtrer par thématique. Donc, si vous souhaitez avoir ce fichier Excel, il faut faire une demande au mail qui est inscrit pasquale@sra.fr. Il y a aussi un tuto filmé, donc le filmé est à venir, et un tuto PowerPoint pour utiliser cet outil. Il y a un certain nombre de books. Alors, les books, c'est-à-dire qu'on a regroupé, on a imprimé les fiches, les grilles d'évaluation interne. Pas du tout. On a imprimé ici les grilles d'évaluation interne sur les différentes méthodes d'évaluation, comme les traceurs ciblés. On a fait aussi un book qui regroupe les 24 fiches pédagogiques et un book qui regroupe aussi les 7 grilles d'audit système. Et ça permet en fait aux établissements, et ça on vous les enverra en même temps qu'on vous enverra le lien de ce PowerPoint et de l'enregistrement. Ça vous permet de pouvoir regarder un petit peu quels sont les critères et qu'est-ce qu'il y a dans ces grilles. Et il y a un book patient traceur et parcours traceur qui est en train d'être élaboré. Donc pour revenir aussi, et ça c'est par rapport aux questions, à la certification, malgré le fait qu'elle évolue et que les manuels évoluent, les grands principes de la roue du PDCA, de la roue de Deming, restent les mêmes. Hein. On a toujours une politique, enfin on a toujours, dans quels que soient les manuels de certification, la nécessité d'avoir une politique qualité, d'organiser le management de la qualité avec donc des organigrammes, des outils de communication, des fiches missions, la gestion des compétences de la communication. Et donc, en fait, c'est juste que notre politique qualité, elle s'appuie sur le manuel de certification qui, quand même, peu ou prou, garde les mêmes orientations, mais avec parfois des ajouts, des différences, et c'est surtout un agencement qui est un peu différent. Ensuite, on a le 12, c'est la mise en œuvre des bonnes pratiques dans le cadre de la pratique quotidienne. Hein.
Et puis, on a ce check, donc l'évaluation. On a de temps en temps une évaluation externe, c'est la visite de certification de la Haute Autorité de Santé qui vient vérifier si notre démarche qualité d'établissement fonctionne bien. Et on a aussi une évaluation interne, enfin on a des outils, on doit évaluer notre démarche qualité en interne. Et pour cela, donc on a ces fameuses grilles d'évaluation interne qui sont mises à disposition avec ce manuel de certification, donc ces grilles Calista. On a des nouvelles méthodes, on a des méthodes comme le patient traceur qu'on connaissait déjà, mais on a des nouvelles méthodes comme les parcours traceurs qui sont à nos dispositions, et on a toujours toutes les méthodes d'évaluation que l'on connaît depuis longtemps maintenant, les évaluations de pratiques professionnelles, les audits, les indicateurs, etc. Tout cela, en fait, donne lieu à des actions d'amélioration qui doivent être inscrites dans le PACS, le programme d'action qualité sécurité des soins, qui, je vous rappelle, est un document obligatoire même dans cette nouvelle certification. Ce PACS, en fait, doit être mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on met en place les actions d'amélioration, et bien sûr, on doit mesurer suivre si ces actions sont faites et quel a été leur impact, ce qui nous permet en fait de remettre à jour notre politique qualité avec une revue de direction. Donc finalement, en fait, ces démarches de certification, elles restent toujours identiques, c'est juste les méthodes ici qui changent parfois et les manuels qui évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, on va passer à vos questions. Donc, les principales thématiques des questions que vous avez posées pour ce comptoir qualité concernent le manuel de certification, les outils et méthodes, Calista, la visite, d'autres thématiques, l'accompagnement de notre structure régionale et aussi l'évaluation externe des établissements médico-sociaux. Donc, on a reçu 26 questions pour ce deuxième comptoir. Ici, on vous rappelle quand même que dans ce manuel de certification, il y a un certain nombre de critères qu'on dit impératifs. Donc, ce sont des critères sur lesquels la Haute Autorité de Santé a une attention toute particulière. C'est ce qu'elle ne veut plus voir, c'est-à-dire c'est des critères pour lesquels il est impératif qu'on soit conforme. Et donc, ces critères concernent, les 4 premiers critères concernent le patient, son consentement, le respect de son activité, l'adaptation, l'environnement adapté pour les mineurs et puis aussi la douleur. Ensuite, on a un certain nombre de critères autour des équipes et donc des pratiques sur les mesures de restriction de liberté, la checklist sécurité patient au niveau du bloc opératoire, le fait qu'il y ait obligatoirement un examen somatique pour les patients qui sont hospitalisés en psychiatrie, la maîtrise des médicaments à risque, les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, une pratique professionnelle que sur l'hémorragie du postpartum qui faisait l'objet d'un indicateur qualité et sécurité des soins de pratique clinique avant. Et puis enfin sur, bien sûr, la gestion des risques avec l'analyse collective des événements indésirables associés aux soins, qui est d'ailleurs une obligation au niveau réglementaire lorsqu'ils sont graves. Et enfin, donc, les 4 derniers critères impératifs concernent donc la maltraitance ordinaire, bien sûr le management de qualité et sécurité des soins qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc doit être impérativement mis en place, les situations sanitaires exceptionnelles et les indicateurs qualité et sécurité des soins, qui sont des indicateurs que l'on doit annuellement rendre, sauf avec la crise sanitaire où il y a eu un arrêt temporaire de ces indicateurs. Alors la première question donc, est portée sur comment évaluez-vous l'atteinte des critères impératifs. Donc on a vu ces critères impératifs. Donc il y a dans les grilles de ces critères impératifs, il faut se référer en fait aux fiches pédagogiques qui vont vous préciser en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces critères impératifs. Et du coup on a développé au niveau de Pasquale, donc c'est notre étudiant de Master 2 Victor qui l'a fait. Donc, on a regardé pour chaque critère impératif quelles étaient les méthodes, les réponses et les attentes. Donc, je peux vous montrer, donc on va vous le diffuser. Donc, je vais vous montrer ce critère, c'est en PDF, c'est le PDF. Donc, voilà, donc on a fait, c'est pas ça? Ah. Donc, on a réalisé en fait ce petit guide. Du coup, je peux pas aller sur la souris. Parce que moi, je le vois pas. Les aléas du direct. Donc, en fait, pour chaque critère impératif, si tu peux un peu zoomer, par exemple, pour le patient exprime
son consentement, en fait, il y a la méthode, c'est le patient traceur, mais par exemple, il y a ce qu'on doit voir, c'est ce qu'il y a bien une charte de patients hospitalisés datée, affichée dans le service. Si on passe ici, est-ce que l'ensemble des données, est-ce qu'il y a une information qui est claire et qui est fournie? Est-ce qu'on la voit tracée dans le dossier patient? Donc, il faut vérifier les supports papier qui ont été remis aux patients. On doit vérifier qu'à chaque fois, le personnel est en capacité de répondre à toutes les questions qui sont évaluées par l'expert visiteur. Donc, voilà, des choses comme ça. Donc là, je me souviens aussi pour, par exemple, pour la dignité, on va vérifier la tenue du patient. On va vérifier si, par exemple, si pour les enfants, par exemple, on peut le lever, hein, si pour les enfants, par exemple, les enfants sont regroupés par âge, s'ils sont bien, il y a bien des modalités qui sont adaptées à l'environnement, pour la charge du bloc. Voilà, donc à chaque fois, en fait, dans ce manuel que l'on vous donnera, il y a ce qu'on doit regarder, enfin ce qu'on doit voir quand on va dans le service. Par exemple, la tenue adaptée pour le patient, on regarde si le patient a une tenue adaptée par rapport à sa dignité. On regarde l'environnement, on regarde si les chartes sont affichées, et puis on va poser des questions aussi aux professionnels et puis aussi aux patients. Donc on a vraiment de façon explicite tout ce qu'il faut rechercher en fait pour regarder si le critère impératif a été respecté ou pas. Mais en fait, en réalité, il faut faire ça pour tous les critères de tout le manuel de certification. Donc on s'est dit, on va commencer à faire ce document pour les critères impératifs, puisqu'on pense que c'est déjà avec cela qu'il faut commencer. Donc la place de l'accréditation des disciplinaristes dans les différents chapitres, le signalement des analyses et des EI ou des équipes. Donc l'accréditation en fait des équipes, elle est décrite dans la référence 3.706, page 177 du manuel. Donc elle est toujours valorisée dans la démarche qualité de l'établissement. La méthode pour aller l'explorer, l'évaluer, c'est l'audit système. Et en fait, dans cette méthode, on va regarder s'il y a une gouvernance, c'est-à-dire s'il y a une information et une organisation au sein de l'établissement pour cette accréditation des disciplines. On va aller récupérer le nombre de médecins ou d'équipes accréditées dans l'établissement. On va regarder le nombre d'événements indésirables analysés. Et on va aussi regarder le nombre de solutions pour la sécurité des patients, ça s'appelle les SSP, qui ont été formalisées suite à ces événements. Par rapport à l'outil d'évaluation de la pertinence, outil d'évaluation, alors la pertinence, ça peut être des parcours, sur le parcours de soins ou sur les actes qui ont été faits. Donc là, ça fait référence au critère 2.1 dans la fiche pédagogique évaluation de la culture de la pertinence, et puis aussi sur les parcours méthode des patients traceurs. Donc là, on vous a mis à droite, donc c'est là que j'ai beaucoup de mal à lire. En fait, on vous a mis ce qu'il y a, on vous a fait un copier-coller de la grille sur l'évaluation des parcours, et vous voyez ici en fait que pour évaluer, enfin vous voyez ici avec la flèche ici, pour évaluer la pertinence, en fait vous pouvez utiliser toutes les méthodes d'évaluation pratique professionnelle, hein, bien sûr les revues de pertinence, mais aussi les revues de concertation pluridisciplinaire, des indicateurs, des EPP classiques et même des RMM. En fait, la pertinence des soins, c'est plus l'approche par pertinence, c'est-à-dire à chaque fois, si vous avez un événement indésirable grave, vous pouvez effectivement regarder l'évitabilité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais aussi avoir une interrogation sur est-ce que cet acte était pertinent, est-ce qu'il était, est-ce qu'il était approprié, est-ce que c'était au bon patient, au bon moment, et suivant la bonne recommandation. Une autre question, donc pour réaliser un traceur ciblé, il est indiqué d'identifier la donnée d'entrée puis de dérouler le processus. Exemple pour la prescription pour le médicament ou les produits sanguins labiles, la déclaration pour les événements indésirables, la demande de transport pour le transport. Et donc nous avons des difficultés pour identifier la donnée d'entrée pour le traceur ciblé prévention des infections associées aux soins. Donc pour nous, la réponse qu'on vous propose, c'est que le traceur, pour évaluer l'évaluation des infections associées aux soins, en fait, on peut partir d'une infection nosocomiale, soit la déclaration d'une infection nosocomiale, soit une infection nosocomiale que vous avez constatée. Vous pouvez partir aussi d'un accident d'exposition au sang. Et à partir de la déclaration du dossier, on vous remontez le déroulé de la prise en charge et ça vous permet en fait de faire votre traceur ciblé.
Et là, vous pouvez vous référer à la fiche pédagogique évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Quels sont les indicateurs qualité et sécurité des soins, les IQSS pour les centres de dialyse? Donc, les indicateurs sécurité des soins pour les centres de dialyse sont la consommation des produits hydroalcooliques. Février 2021, sur les chiffres, vous savez que les indicateurs, c'est toujours l'année N+-1, voire N-2, donc sur les chiffres de 2019. Le suivi de la vaccination antigrippale du personnel, donc hiver 2021-2022, donc le temps 1, ça sera 2022. Et puis, il y avait un IQSS DIA, c'était sur les pratiques, sur la prise en charge des patients en dialyse. Et en fait, il n'est plus recueilli depuis 2017 sur les données de 2016, donc on ne sait pas s'il sera maintenu ou pas. Je passe la parole à Sophie Tardieu, puisqu'il s'agit de Calista, qui est son sujet de prédilection. Alors, bonjour à tous. Donc, sur Calista, mon sujet de prédilection, une première question. Que signifie le temps ouvert lors de la génération d'une grille d'évaluation? Alors ça, c'est une question qu'on avait déjà eue lors du premier comptoir qualité. Donc en fait, effectivement, quand vous allez dans Calista, la HAS définit une fenêtre d'1 an pour chaque établissement, pendant lequel il peut réaliser ou pas son évaluation interne, pendant lequel il peut ou pas envoyer les grilles réalisées. Pour l'instant, l'établissement n'a aucune action sur cette grille, sur cette fenêtre. Cette fenêtre est vraiment définie par l'HAS et l'HAS appelle cette fenêtre également cycle d'évaluation. Après contact avec l'HAS, la chef de projet et la capitaine de région nous ont assuré que ça allait être une fonctionnalité qui allait évoluer pour permettre à l'établissement de faire plusieurs tours de roue de PDCA et de pouvoir réaliser en tout cas à partir de Calista une voire plusieurs évaluations dans la fenêtre constatée. Donc ça, c'est en cours de modification au niveau de l'HAS. On n'a pas de délai quant à la réalisation de cette modification, mais dans un avenir proche, vous pourrez envisager de réaliser plusieurs évaluations à partir de Calista dans le cadre de cette fenêtre de temps qui est paramétrée pour l'instant par l'HAS. Donc, une autre question sur Calista sera opérationnel à quelle date? Aujourd'hui, Calista est opérationnel. Tous les établissements de santé, sauf problème particulier, ont accès à Calista. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir Calista pour le paramétrage, il faut vous mettre en contact avec votre chef de projet ou directement avec l'HAS qui vous orientera vers votre chef de projet. Une autre question, utilisez-vous les grilles de Calista telles qu'elles sont générées pour réaliser vos traceurs? Alors oui, l'idée de Calista, c'était de générer automatiquement des grilles de traceurs pour que vous puissiez réaliser votre évaluation en interne. Une fois la grille générée sous format PDF, là aussi, il risque d'y avoir une évolution des formats proposés par la HAS, on y reviendra. En fait, ce que vous pouvez faire une fois la grille générée, c'est vraiment pour répondre à chaque critère, vous référez, comme on l'a dit en introduction, aux fiches pédagogiques qui vont vous permettre d'avoir une vision plus détaillée des critères d'évaluation, ce vers quoi vous allez devoir vous orienter pour répondre aux critères, qui est souvent, qui est toujours une réponse binaire, oui, non. Comment je réponds à ce critère binaire, oui ou non? Et là, les fiches pédagogiques vous donnent quand même des éléments de réponse. Question suivante, pourquoi je reçois toujours des relances de Calista, demande d'actualisation de démarche alors que j'ai validé mes informations? Donc, a priori, si vous recevez ce type de message, il doit certainement manquer des informations, c'est ce que nous dit l'HAS. Si cela persiste, n'hésitez pas là aussi à contacter votre chef de projet via Calista. Et dans Calista, vous l'avez certainement vu, il y a un chat spécifique pour ce contact vers votre chef de projet.
Toujours Calista, où se trouve le nombre de grilles Calista à renseigner par l'établissement? Je n'ai pas vu sur Calista. Donc là, on vous a fait une petite démarche visuelle. Donc pour savoir exactement combien de grilles sont recommandées à réaliser, vous rentrez dans Calista, vous allez sur Ma démarche, compte qualité, évaluation interne, grille. Et vous avez, une fois que vous cliquez sur grille, une colonne avec noté le nombre de grilles recommandées par la HAS sur chacune des méthodes. Ce que nous dit la HAS, c'est que le nombre de grilles recommandées est très proche, à 1 ou 2 grilles près, du nombre de grilles qui seront réalisées lors de la visite de certification. Ensuite, une question, nous avons essayé de générer des grilles sur Calista en indiquant patient programmé hors urgence. La première question qui apparaît concerne les urgences. Cet outil ne semble pas encore au point. Idem pour le patient en situation de handicap non sélectionné. Or, la grille générée fait apparaître les critères en lien avec le handicap. Donc ça, on l'avait tous observé lors de nos tests, hein, clairement. C'est pas encore totalement calé sur les critères en fonction des spécifications qu'on aura posées sur les parcours. Donc, on a posé la question à Florence Pouvel au niveau de la HAS. Voilà sa réponse in extenso. Le bug est en cours de résolution par le prestataire de la HAS. Des évaluations externes s'affichent alors que les champs d'applicabilité n'ont pas été sélectionnés. La HAS reviendra vers nous, la SRA, dès que le problème sera solutionné. Donc, ils y travaillent. Florence Pouvel nous fera un retour et on vous le transmettra, soit par mail, soit sur le site internet, pour vous dire quand tout sera OK. Mais aujourd'hui, attention, certains critères et éléments d'évaluation apparaissent et ne sont pas conformes au parcours que vous aurez choisi en fonction des spécifications cochées. Donc ça, c'est en cours de résolution. Une autre question qu'on a posée à l'HAS, ce n'est pas possible d'attribuer une grille à plusieurs personnes et cela nous a été confirmé par la HAS lorsque nous leur avons posé la question. Je n'arrive pas à attribuer une grille, je ne peux pas renseigner le nom du collaborateur, c'est d'office le nom de ma directrice. Donc voilà la réponse de la HAS. Il ne peut y avoir plusieurs intervenants sur une même grille, mais la dite grille peut être réassignée à n'importe quel moment lors de la saisie à une personne de l'équipe identifiée dans Calista. Donc, une fois que vous avez créé l'ensemble de votre équipe dans votre compte Calista, clairement, vous créez une grille, vous ne pouvez pas l'assigner à plusieurs personnes à la fois. Par contre, vous pouvez l'assigner à une personne plusieurs fois. C'est-à-dire, vous l'assignez d'abord à Stéphanie, ensuite vous l'assignez à Valentine, ensuite vous l'assignez à Victor. Et la grille est assignée à 3 personnes. Mais vous ne pouvez pas l'assigner d'emblée aux 3 personnes à la fois. On vous a mis également la démarche pour réassigner ces grilles. Donc, vous allez dans le menu hamburger, là, comme ils disent, tâches assignées, cliquez sur la grille concernée et assignation de la grille. Et ensuite, vous validez, vous l'assignez à Valentine, c'est validé. Vous l'assignez à Victor, vous validez, c'est assigné. Des formations sur Calista seront-elles prévues? Alors, comme on l'a dit la dernière fois, l'HAS nous a informé que, à ce jour, aucune formation sur l'utilisation de Calista n'est prévue. On vous l'a dit, des tutos existent dans Calista. C'est vrai que ces tutos sont assez simplifiés. La HAS nous a dit travailler sur des tutos plus détaillés qui seront mis à disposition des établissements de santé. Et nous, de notre côté, on travaille également à un tuto très pratico-pratique sur Calista. L'idée, c'est peut-être de vous proposer, lorsqu'il sera finalisé, ce tuto lors d'un comptoir qualité ciblé sur Calista. Si ça vous intéresse, on vous invite à nous le faire savoir. Et à la fin de ce comptoir, on va vous proposer un petit sondage
justement pour savoir sur quelle thématique vous souhaiteriez qu'on mène de nouveaux comptoirs qualité. Mais là, un de nos stagiaires en Master 2 travaille également sur la production d'un tuto Calista. Comment je crée mes grilles et sur les différentes fonctionnalités existantes. Sur la visite, je laisse la main à Stéphanie. Alors, donc, par rapport aux visites, donc, il y avait une question qui était posée sur les évaluations externes prévues d'ici 2021 seront-elles repoussées? Donc, dans le cadre d'un établissement sanitaire, hein, les évaluations externes ne sont pas repoussées. Donc, il peut y avoir des demandes de report de visite pour un établissement. Ces demandes, elles doivent avoir un caractère exceptionnel, elles justifiées par un cas de force majeure en prenant contact avec le chef de projet. Donc, les cas de force majeure, bon, il y a la crise financière, le cas de force majeure, regroupement de structures, délocalisation sur un nouveau site géographique, modification d'une activité impactant la liste des critères d'applicabilité, une importante restructuration, et voilà. Et sur quel référentiel portera l'évaluation externe? En fait, le référentiel, c'est le référentiel qui est mis à disposition par la HAS pour les établissements de santé. Il est recommandé de faire 18 patients traceurs et 8 parcours traceurs. Vous pensez que 4 experts visiteurs pendant 4 jours pourront faire cela, en plus des traceurs ciblés audit système. Donc là, on a posé la question à la capitaine de région de la HAS. Donc voilà sa réponse. Donc le nombre de méthodes recommandées est défini en fonction du dimensionnement, c'est-à-dire le nombre d'experts visiteurs par jour de la visite, et réciproquement. Donc, il est établi qu'un patient traceur dure entre 1h30 et 2h maximum. Il est donc possible d'en faire 4 par jour pour un même expert visiteur, par exemple. Voilà, donc il y a certainement des exceptions qui nécessiteront au moment de la réalisation du programme de visite un réajustement de la dimensionnement, mais ça devrait être à la marge pour des cas très particuliers. Les messages clés à faire passer aux professionnels de santé et aux usagers de cette nouvelle procédure. Donc nous, ce qu'on pense, les messages clés, c'est déjà les 4 enjeux de la certification. Donc l'engagement du patient, puisqu'il y a un chapitre qui vraiment concerne le patient, enfin tout un chapitre autour du patient. La culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. On vous l'a déjà dit, hein, c'est en fait l'HAS estime que pour l'instant, depuis 1996, où la première visite de certification, elle a été extrêmement ciblée autour du processus, de la maîtrise des processus. Ensuite, la dernière certification, elle était beaucoup autour de la sécurité du patient. Et là, maintenant, pour eux, ils estiment que les processus sont maîtrisés, donc ils sont plus sur la culture du résultat, en fait, du résultat et de la pertinence. Le travail en équipe, qui est l'équipe qui reste pour la HAS, le dimensionnement la bonne vision pour sécuriser les prises en charge, et l'adaptation du système de santé, c'est-à-dire l'établissement dans son environnement territorial avec les soins de recours et les groupements hospitaliers territoires. Après, au niveau des grands changements, donc la procédure elle est axée sur les résultats de soins, là je vous l'ai déjà dit. Les méthodes d'évaluation, elles sont plus proches du terrain puisqu'ils veulent effectivement évaluer les résultats de soins. Donc du coup, ils vont aller au plus proche du terrain pour savoir si tout ce qui a été décidé au niveau politique, processus, etc., ça va bien jusqu'au lit du patient avec les méthodes patient-traceur, parcours-traceur. L'auto-évaluation n'est plus obligatoire, donc l'évaluation externe, elle est laissée à la main de l'établissement qui décide de comment elle s'auto-évalue et sous quelle forme, avec aucune obligation d'ailleurs de transmettre cette évaluation interne. Et le compte qualité SARA, c'est-à-dire le compte qualité que vous deviez envoyer pour diminuer l'effet soufflé, là, n'existe plus. Comment assurer de manière efficiente la transition de la V 2014 à la nouvelle certification? Comment intégrer l'approche processus risque formalisé en V 2014? Donc nous, on pense qu'il faut bien sûr poursuivre l'approche processus et pérenniser la démarche d'ici en V 2014, puisqu'en fait, c'est le prérequis pour toute démarche qualité et pour justement avoir des bons résultats de soins, quoi.
Donc la gestion des risques, elle est un critère impératif, hein, puisque l'analyse des événements indésirables associés aux soins font partie des critères impératifs, comme le management de la qualité et la sécurité des soins. Donc il n'y a pas de raison de l'abandonner, au contraire. Donc la HAS laisse aux établissements de gérer les risques comme ils le souhaitent, hein. Donc vous pouvez très bien pérenniser vos démarches de gestion des risques si elles étaient efficaces. Il n'y a pas de raison. Donc nous, ce qu'on vous recommande un petit peu, c'est de vérifier que le suivi des recommandations du dernier rapport de certification, c'est-à-dire être sûr que ce qui avait été identifié comme des points faibles, vous les avez réglés. Vérifier que vous êtes conforme au niveau des critères impératifs du manuel, puisque ce sont des critères très importants, puisque si déjà vous n'êtes pas conforme à ce niveau-là, vous risquez d'avoir un résultat péjoratif. Actualiser vos cartographies des risques, suivre votre PAX, c'est vraiment les éléments, à mon avis, élémentaires qu'il faut faire en premier lieu avant de se lancer dans des choses compliquées, quoi. Quelles sont les modalités pratiques d'assistance prévues par Pasquale dans le cadre de l'AV 2020? Donc, dans le cadre de la nouvelle certification, on met en place ces comptoirs qualité certification, ce qui permet d'échanger avec vous sur des temps assez courts et de façon très régulière. Donc, on peut mettre des thématiques plus spécifiques, hein, qui pourront être traitées sous forme de comptoir ou de webinaire en fonction de la demande des établissements, hein, par exemple sur les méthodes d'évaluation interne des critères impératifs. Donc, je devais vous le dire en introduction, j'ai oublié, donc il y a un sondage qu'on vous a mis en ligne qui est d'ores et déjà ouvert, sur lesquels vous pouvez répondre sur les thématiques que vous souhaitez voir abordées. Et puis ensuite, vous pouvez aussi directement nous faire des demandes sur notre site, mais je crois qu'on l'a mis dans une autre diapo. On envisage aussi de mobiliser les experts visiteurs régionaux de la région et nos personnes ressources. Donc si parmi vous d'ailleurs il y a des experts visiteurs HAS dans la région PACA et que vous souhaitez rejoindre la structure régionale, il ne faut pas hésiter à nous écrire, parce que nous on n'arrive pas à avoir la liste en réalité de ces experts visiteurs. Et on travaille avec un certain nombre de personnes ressources, hein, surtout dans le cadre de la sécurité patient, mais des événements indésirables, mais bien sûr on va les mobiliser aussi dans le cadre de cette liste de certification. Et enfin, donc tous les outils concernant la certification qui ont été faits avec la FORA sur les actions que l'on mène, et on se rapprochera probablement des GHT, mais bon, c'est un peu complexe comme démarche, donc déjà on essaye de faire ces comptoirs, de s'organiser, et puis bien sûr on va prendre contact. Donc les modules de formation à destination des professionnels de santé, donc c'est un peu de la répétition, hein, mais bien sûr il y a les comptoirs qualité, on peut faire des webinaires. Et puis aussi, vous avez sur le site internet, on vous a fait une copie d'écran, en fait, vous pouvez répondre au sondage, comme ça on va pouvoir ajuster aussi nos thématiques. Et sur notre site internet, en fait, quand vous agrandirez le diaporama, vous pouvez très bien faire une demande de formation pour votre établissement, etc. Et à ce moment-là, on l'étudie, et puis on répond à vos demandes, sachant que quand même on n'est pas non plus très très nombreux, et qu'il y a encore la Covid qui court un peu dans les établissements. Donc c'est vrai qu'on favorise pour l'instant tout ce qui est webinaire, tout ce qui est comptoir qualité à distance, pour communiquer, pour se former, plutôt que de venir sur place dans les établissements. Comment peut-on avoir accès aux books FORAP, Traceur ciblé, etc. Donc les 2 books sont disponibles, ceux vous seront envoyés avec le diaporama, et seront prochainement sur notre site. Aujourd'hui, normalement, on va répondre à notre demande au niveau de la gestion de notre site. Donc là, on revient un peu sur quid des personnes ressources dans le dispositif de la nouvelle certification. Donc bien sûr, on va mobiliser nos personnes ressources quand on pourra faire des formations en présentiel dans les établissements.
ce qui aujourd'hui me semble un peu prématuré en raison de l'épidémie. Donc, nos personnes, il faudrait qu'on va les réunir et les former, enfin se former ensemble, et on pourra faire venir le capitaine de région de la HAS aussi à ces formations. Et on pense plutôt faire démarrer les formations sur place en septembre, ce qui nous laissera l'été pour réajuster les formations, échanger. Et ça nous donnera aussi, ces comptoirs qualité, ça nous donne aussi l'occasion d'échanger sur plein de points de détail qui sont importants à bien maîtriser. Alors, quel outil de communication utilisez-vous pour sensibiliser le personnel de terrain? Donc, ça dépend en fait de qui est vous en fait, hein, parce que nous, Pasquale, on sensibilise les gens via les comptoirs qualité. Si la question est comment on peut communiquer avec nos personnels de terrain, eh ben, en fait, en interne, dans l'établissement, vous pouvez diffuser, vous pouvez vous approprier les documents d'information que le site, que la Haute Autorité de Santé met à votre disposition, hein. Il y a des documents d'infos, il y a des infographies sur les méthodes, vous pouvez créer des groupes de travail thématisés pour mobiliser les personnels, faire des formations en interne. Voilà, donc ça, c'est toute la communication qu'on peut faire. Voilà, mais les outils, il y a des outils sur la Haute Autorité de Santé que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos professionnels. Enfin, moi, je vous conseille quand même qu'avant de communiquer, ayez une organisation claire, parce qu'on communique sur la procédure, évidemment, et sur les outils, mais on communique aussi sur comment on va mettre tout ça en place. Donc, il ne peut pas y avoir de communication, d'après moi, sans qu'il y ait une organisation qui soit préalablement établie et claire dans l'établissement. Donc, les projets d'outils de Pasquale à mettre à disposition des établissements. Donc, il y a l'outil s'approprier le manuel de certification, je vous l'ai dit en début de diaporama, qui est disponible sur demande. Il y a les books où il y a les grilles d'évaluation interne par type de méthode qui sont répertoriées dans les books, avec des books patients traceurs et parcours traceurs qui sont à venir. Évidemment, pourquoi les books ne sont pas faits encore? Parce qu'il y a tellement de possibilités de patients traceurs, puisqu'en fait, vous allez choisir si c'est un enfant, si c'est un adulte, le handicap, si c'est MCO, si SSR, enfin, il y a plein de choses à choisir. Donc, il y a une possibilité énorme, en fait, de profil de patients traceurs et de parcours patients qui est beaucoup plus importante. Alors, il y avait des questions sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, quelle démarche à suivre pour être habilité évaluateur externe sur le médico-social? Donc, le secteur médico-social, en fait, vous savez qu'il est quand même en cours de reconstruction. Donc, on n'a pas vraiment d'informations. Donc, on va essayer de contacter la personne référente au niveau de la Haute Autorité de Santé. Pour l'instant, en fait, il y a un document de travail de référentiel d'évaluation de la qualité des établissements de santé médico-sociaux qui est en cours et qui est en phase de test, je crois, ou de relecture. Et puis, il y a une réorganisation qui est en train de se faire avec la loi du 24 juillet 2019 qui est en train de se faire. Donc, pour l'instant, on n'est pas très à l'aise pour vous répondre sur ces sujets parce que, en fait, on est entre une ancienne organisation et une nouvelle organisation. Et donc, on ne sait pas trop, nous non plus, vraiment comment ça va se dérouler. Donc, on va, d'ici le prochain comptoir qualité, on va vraiment se renseigner auprès de la Haute Autorité de Santé et on pourra faire, si vous le souhaitez, un comptoir spécifique établissements sociaux et médico-sociaux. Mais pour cela, je pense qu'il faut qu'on clarifie bien un petit peu ce qui est fait aujourd'hui et on n'a pas beaucoup plus que ce que je vous dis là, d'informations à vous donner. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette nouvelle certification, hein, c'est bien sûr que le compte qualité SARA disparaît sauf pour le suivi 2014. Mais par contre, le PACS, hein, donc le programme d'action qualité sécurité des soins, il reste obligatoire. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais le compte qualité, c'était une partie du PACS. Hein. C'était ce que vous aviez priorisé. Donc, ça veut dire que la démarche même d'avoir un programme d'action qualité sécurité des soins, ça reste quelque chose d'actualité, obligatoire et d'utile, puisque vous ne pouvez pas piloter une démarche qualité si vous n'avez pas un plan d'action qualité sécurité des soins.
L'évaluation interne n'est pas obligatoire, elle est laissée à l'appréciation des établissements. Bien sûr, il est conseillé, même la Haute Autorité de Santé, elle conseille de faire des évaluations internes parce que c'est compliqué de savoir où en est votre PDCA si vous évaluez jamais en interne, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a remis la route d'Eming au départ en disant, bah, forcément, il faut s'évaluer de temps en temps pour savoir si ce qu'on fait est bien si ce qu'on réalise sur le terrain est bien en cohérence avec ce qu'on imagine faire. Il y a une nouvelle interface Calista qui recense toutes les grilles d'évaluation interne et à terme, donc la disparition de l'interface SARA. Donc évidemment, dès qu'il y a une nouvelle interface informatique, ben, il y a une appropriation à faire, évidemment, pour tout ça. Et évidemment, il y a des bugs, hein, et c'est pas si facile que ça. Et il y a un petit travail d'appropriation à faire. Il y a des nouvelles modalités de visite avec des nouvelles méthodes, hein, donc des méthodes, comme je vous l'ai dit, qui sont beaucoup plus proches du terrain, des parcours traceurs qui permettent aussi de mieux peut-être évaluer les interfaces entre les services. Et puis un nouveau référentiel hein, qui est structuré avec des critères impératifs, donc il n'y a plus les pratiques exigées prioritaires non plus. Des critères aussi standards et des critères avancés. Il y a un agencement qui est différent, mais enfin on retrouve quand même globalement des critères très semblables. Quelques ajouts sur la recherche clinique, par exemple, sur le SMUR, le SAMU, qui n'existaient pas. Et puis surtout une façon de décrire ou une façon de présenter les choses qui peut être un petit peu différente, mais globalement, vous n'allez pas vous retrouver avec des choses non plus totalement nouvelles. Donc là, le sondage, après on va regarder un peu le chat parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais on a encore du temps. On va regarder un petit peu le chat si vous avez des questions. Donc le sondage, en fait, on vous a fait un petit sondage, j'espère que vous avez trouvé le sondage. Je vais laisser donc voir si vous avez répondu et qui vous permettent de... Vous n'avez que 5 réponses. Donc il n'y a que 5 réponses, donc si vous pouvez tous répondre ou peut-être refaire, donc Valentine va relancer le sondage. Si vous pouvez répondre, ça nous permet de peut-être cibler un thème plus pratique ou qui répond plus à vos objectifs pour le prochain comptoir qualité. Donc je laisse Valentine regarder le chat. Bonjour, alors du coup je regarde pour vous refaire un sondage parce qu'a priori vous n'arrivez pas à valider les réponses dessus. Je peux plus en faire un là. Sinon ouais, répondez dans le chat parce que là ouais, vu que j'ai déjà un sondage, je ne propose pas d'en faire un deuxième. Répondez dans le chat comme vous a indiqué Sabine sur les thématiques que vous souhaiteriez voir dans les comptoirs qualité. Ensuite, on va regarder les questions que vous nous avez envoyées donc, pendant le chat. Bonjour. Pouvez-vous préciser le mode opératoire pour répondre au sondage? Donc ça, c'est une question qui ne concerne pas... Peut-être tu pourrais le micro. Non. Sauf que là, il... Du coup, normalement, maintenant, vous pouvez activer vos micros si vous voulez prendre la parole. Je suis en train de lire également vos questions. Bonjour, l'évaluation interne ne doit pas obligatoirement être adressée à la HAS. Quel est l'intérêt de l'envoyer? Aucun, on ne sait pas. Actuellement, par rapport à cette question, en fait, il n'y a pas d'obligation effectivement à faire l'évaluation interne. Et c'est vrai que je ne sais pas quel est l'intérêt de l'envoyer, à part peut-être montrer votre
à part peut-être montrer que vous êtes investi dans une évaluation interne et montrer que vous avez une démarche qualité interne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt parce que je ne suis pas du tout sûre que l'HAS puisse regarder ce qui a été fait en interne. Voilà. C'est une question qu'on pourra poser au capitaine de région si vous le souhaitez. Ce que nous a dit l'HAS sur cette évaluation interne transmise, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne savait pas s'il lirait les évaluations internes transmises. D'accord. Nous avons une autre question. Donc, en tant qu'hôpital de jour psy, nous n'avons pas d'IQSS obligatoire. Comment évaluer le critère impératif 373? À ce moment-là, normalement, si vous avez, normalement, quand vous allez remplir votre profil sur Calista, je parle sous parole de Sophie, ce qui ne vous correspond pas, en fait, n'apparaît pas, puisqu'en fait, c'est un référentiel qui est personnalisé par rapport à votre profil d'établissement. Si par hasard, ça apparaît quand même, à ce moment-là, vous mettrez non applicable. Est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer avant la visite toutes les évaluations internes réalisées à la HAS? C'est un choix. Hein. A priori, pour l'instant, ils ne les liront pas. Donc, je ne sais pas si c'est… par contre, à mon avis, il faut les faire, par contre. Voilà. Et vous pouvez en envoyer aussi qu'une partie. C'est vous qui choisissez le volume d'envoi. Vous pouvez envoyer, vous avez fait 300 grilles, vous envoyez une grille. Ou vous envoyez 300 grilles, ou vous envoyez 0 grille. En fait, vous avez 3 options. Soit vous n'envoyez rien, soit vous envoyez un certain nombre de grilles, soit vous envoyez la totalité de vos grilles. Il n'y a pas de conduite à tenir. Et surtout, il faut avoir en tête que pour l'instant, on ne sait pas si l'HAS va s'appuyer sur ce que vous aurez transmis. Je n'ai pas vu d'autres questions concernant la certification. Vous pouvez parler, hein, si je pense que vous pouvez… Oui, normalement, vous pouvez activer vos micros. Nous avons 2 établissements sur la même démarche. Peut-on différencier les documents obligatoires déposés sur Calista? Les documents obligatoires, par exemple, si vous avez 2 politiques qualité, si vous avez… En fait, je pense que ça dépend si vos établissements, ils ont 2 certifications différentes, d'accord? Si nous, par exemple, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, on a 4 sites, mais on a 4 visites de certification, d'accord? Donc, on a 4 comptes Calista. Si vous avez un établissement avec 2 sites, normalement, vous n'avez qu'une politique qualité pour vos 2 sites. Et vous n'avez qu'un plan d'action qualité et sécurité des soins pour vos 2 sites. À partir du moment où vous n'avez qu'un seul compte Calista, ça veut dire que l'HAS considère que vous avez un seul établissement avec 2 sites géographiques différents. Donc, dans ces cas-là, vous n'aurez qu'une politique qualité, impact, etc. On a une autre question. Donc, quel est le lien entre SARA et Calista? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il faut juste que vous fassiez attention pour les établissements qui sont toujours en suivi V2014. À un moment donné, on vous l'a dit, hein, SARA va s'arrêter. Donc l'HAS recommande de télécharger, si vous souhaitez utiliser votre compte qualité SARA, il faut que vous le téléchargiez sur Excel, puisque quand SARA va s'arrêter, vous n'aurez plus accès à tous ces documents, enfin à ce compte qualité sur SARA. Donc pensez, si ça vous intéresse, à télécharger votre compte qualité sur SARA avant la fin de SARA qui nous sera annoncée par la HAS. À quel moment déposer le… On a une autre question. Est-ce que les visites qui devaient commencer en mars ont été lancées? Aurons-nous un retour comme prévu en juillet? Non, les premières visites sont lancées en juin. Les premières visites vont commencer en juin sur les établissements volontaires. Les démarches communes réalisées dans le cadre du GHT seront-elles prises en compte lors de la visite de certification?
Pour l'instant, la HAS ne se positionne pas. Ils réfléchissent, c'est ce que nous ont dit les personnes de la HAS, à un potentiel 4e chapitre orienté GHT. On a une autre question. À quel moment déposer les documents obligatoires? Quand on le souhaite. À partir du moment où ils sont stabilisés. Alors, certains ne sont jamais stabilisés, hein, comme le PAX, mais à partir du moment où ils sont le plus stabilisés possible, une fois que vous avez une visite planifiée. Comment devons-nous gérer les grilles pour les patients traités à domicile dialysés qui ne relèvent pas de l'hospitalisation à domicile? Mais alors, il relève de quoi? Il relève de... C'est de la dialyse péritonéale à domicile? On ne sait pas répondre. Il faut qu'on réfléchisse à cette question. On a également une question, donc le potentiel 4e chapitre, donc je pense pour le GHT, en plus pour cette certification ou la prochaine itération? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Pas de retour HAS. Les grilles traceurs seront-elles disponibles au format Excel car en version PDF, ce n'est pas terrible à utiliser? Alors là, on a 2 niveaux de réponse. On a un niveau de réponse HAS qui nous dit, le capitaine de région nous a dit qu'ils étaient en train de travailler sur de l'extraction sous format Excel de toutes les grilles traceurs, patient, parcours, traceur ciblé et aussi audit système. On n'a aucun délai donné par l'HAS. Un deuxième niveau de réponse, et ça on vous le proposera peut-être lors d'un prochain comptoir qualité. Il y a un établissement qui a développé un certain nombre de grilles, enfin j'imagine que beaucoup, hein, vous êtes en train de travailler là-dessus. Il y a un établissement qui a développé un outil sous Excel pour, en fait, qui a repris l'ensemble des critères, notamment sur audit ciblé, traceur ciblé, sous format Excel avec une automatisation des pourcentages de conformité à l'issue de chacune des grilles. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on vous présentera. L'établissement est d'accord pour le diffuser en région. On souhaiterait que l'établissement le partage lui-même. Donc on fera certainement un comptoir qualité sur les grilles et sur cet outil qui est vraiment beaucoup plus malléable que ce qu'on a actuellement dans Calista. Sachant qu'il n'y aura que audit système, traceur ciblé, puisque c'est des méthodes qui n'ont pas besoin des fameuses spécifications propres à chaque établissement. Ça, on vous tiendra au courant lors de ce comptoir qualité, pour ce comptoir qualité. On a une autre question. Est-ce pertinent de continuer à raisonner en thématique comme lors de la dernière certification? En fait, je pense qu'il faut raisonner par objectif. Hein. Vous avez un manuel de certification avec des objectifs, enfin, des chapitres et des objectifs. Donc ensuite, les thématiques, en fait, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Vous pouvez travailler aussi par circuit du médicament. Ou, je pense qu'il n'y a pas de... je ne sais pas, hein, c'est un peu comme vous voulez quand même. Je sais pas si... Par rapport à la dialyse péritonéale, je me renseignerai, il faut que je réfléchisse à votre réponse, hein, j'ai lu. Il me semble que là, on a répondu à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Si vous avez posé une question auquel on n'a pas répondu, comment les experts vont-ils évaluer les sujets de pertinence des soins? En fait, a priori, ils vont regarder sur le dossier patient par les patients traceurs et par les équipes. Est-ce que en fait les équipes suivent des indicateurs? Comment elles évaluent leurs résultats sur le terrain? Voilà, comment est-ce qu'il y a toujours une réflexion bénéfice-risque? Est-ce qu'elles s'appuient sur des recommandations de bonnes pratiques professionnelles? Donc c'est tout ça qui va être évalué au cours de la visite en fait. Donc vous avez vu, il faut qu'il y ait une politique de la pertinence dans le manuel de certification, il faut qu'il y ait une politique de la pertinence,
il faut qu'il y ait une politique aussi de diffusion des recommandations de bonnes pratiques. Il faut pouvoir montrer qu'on s'appuie sur des recommandations. Il faut montrer en fait qu'il y a une réflexion en fait derrière la prise en charge. Voilà. Comment je prends en compte? Et comment elle est prise en compte pour réajuster les organisations. Nouvelle question. Les responsables des usagers vont-ils être rencontrés lors de la visite? Oui. Oui. D'ailleurs, dans les grilles d'évaluation interne, vous avez déjà les critères, les questions qui leur seront posées. Et il y a un moment de rencontre, au moment de la rencontre de la gouvernance avec les représentants des usagers. Pouvez-vous nous parler des EPP? Les EPP, vous avez vu dans la pertinence, toutes les évaluations de pratiques professionnelles que vous connaissez, elles sont mobilisées dans le cadre de l'évaluation de la pertinence. Ça veut dire que la pertinence des soins, par exemple, si vous faites une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est de la pertinence des soins, puisque vous allez vous poser la question en disant, est-ce qu'on va faire plutôt cette prise en charge ou plutôt cette prise en charge? Quand vous allez faire un audit, vous allez vérifier c'est la conformité des bonnes pratiques, mais c'est aussi la pertinence des bonnes pratiques. Je ne sais pas si vous suivez vos indicateurs taux de césarienne dans une maternité, vous allez dire, tiens, j'ai un taux de césarienne qui a augmenté, qui a diminué, alors que mes patients, et donc vous allez essayer de comprendre pourquoi, et c'est de la pertinence des soins. Donc toutes les méthodes de PP, en fait, elles vont venir vous permettre, avant, on parlait que de sécurité des soins, maintenant on parle plutôt de pertinence, mais tout ça c'est un peu pareil quand même, hein. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on applique les bonnes recommandations, est-ce qu'on fait le bon soin au bon patient au bon moment? Voilà. Donc les méthodes de PP, il n'y a pas de souci, vous les gardez et vous vous en servez pour répondre à l'objectif pertinence des résultats. Il faut faire attention parce que c'est vrai que le terme EPP, on le voit pratiquement plus apparaître dans le manuel V2020. L'EPP continue à exister dans votre démarche qualité interne, dans votre démarche qualité d'amélioration continue. Et comme disait Stéphanie, vous allez mobiliser toutes ces méthodes qu'on utilise depuis des années, que ce soit l'audit, que ce soit le suivi d'indicateurs, que ce soit les RCP, les RMM, les staff EPP, vous les mobilisez pour démontrer et pour participer à l'amélioration des pratiques des équipes. Et ça sera vu sur le terrain. Ça ne sera pas vu en termes de méthode, comme c'était le cas en 2014, où on nous demandait combien on avait fait de RCP, combien on avait fait de RMM. Là, ce qu'on va regarder, c'est le résultat et on va aller voir qu'est-ce que vous avez fait de la mise en œuvre d'un audit clinique, des résultats d'un audit clinique. Comment vous l'avez réintégré pour démontrer la pertinence d'une prise en charge. On a une nouvelle question. Donc, est-ce qu'il pourrait être créé une liste de diffusion mail pour que nous puissions échanger entre nous autour des thématiques qualité? Alors ça, c'est possible, mais par contre, à cause de la loi RGPD, il faudra qu'on pose la question, qu'on vous pose la question à chacun d'entre vous pour savoir si vous acceptez que votre mail soit échangé dans le cadre d'une communauté de partage, en fait. D'accord, donc on pourrait créer un espace partagé, d'ailleurs, enfin au forum ou des choses comme ça. Mais par contre, on vous enverra un mail avant pour savoir si vous acceptez ou pas qu'on partage votre adresse mail, comme dans le cadre de la RGPD, puisqu'on ne peut pas diffuser. Puis en plus, peut-être qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas, mais on peut le proposer. Au contraire. Plusieurs personnes, Stéphanie, demandent comme thème l'évaluation au niveau des établissements médico-sociaux pour les comptoirs qualité. D'accord. Ça n'avait pas été proposé, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'un SharePoint? Où en est-on du SharePoint du GHT? Alors, ça, je ne sais pas. De quel GHT? Vous parlez de quel GHT, Madame Bastide? GHT 13? On peut leur poser la question. On peut leur poser la question, mais je ne sais pas du tout. Nous, on n'est pas vraiment inclus dans le GHT. Hein. Mais on posera la question. Donc là, il est 14 h, donc du coup, on va respecter bien les horaires. Hein, et puis, on vous remercie énormément de votre participation au comptoir qualité.